Le délai de récupération constitue un autre indicateur qui mesure la durée pour laquelle ou durant laquelle les retombées bénéfiques finissent par couvrir les coûts consentis. Donc, le délai de récupération constitue une mesure qui rapporte au présent, à la période de décision, le rapport entre coût-bénéfice, idéalement actualisé, et cette opération se fait de façon récurrente jusqu'à l'année où la vanne passe du négatif au positif. Le délai de récupération, il va sans dire que peut ne pas être unique, mais nous, dans les exercices qu'on a faits, on a toujours considéré des situations simples. Simples dans le sens où la vanne évolue de façon linéaire et elle évolue du négatif au positif. Nous avons évidemment traité des enjeux d'évaluation contingente. L'évaluation contingente constitue une méthode qui estime principalement les coûts et les bénéfices de nature non marchande, très souvent intangibles, et c'est une méthode qui permet de révéler la valeur attribuée par les acteurs, qu'ils sont pour ou contre un programme, pour, estimer le prix ou la valeur associée à ce programme, à ses bénéfices ou à ses coûts. Donc c'est une méthode qui s'appuie sur la contingence, donc c'est une mesure qui suppose une certaine estimation basée sur les déclarations par sondage des acteurs. Et cette méthode a suscité beaucoup de discussions durant notre cours, notamment quand on a parlé de l'équivalent de la méthode. La méthode basée sur la variation équivalente ou la variation compensée. Donc, c'est les deux mesures qui permettent de concrétiser, et nous avons mis de l'avant les questions opérationnalisant l'évaluation contingente. La méthode hédonistique, c'est une méthode qui est aussi très intéressante dans le sens où elle nous permet d'estimer des attributs d'un bien ou d'un service ou d'une situation qui ne peuvent pas être estimés autrement. Donc l'idée étant prendre un produit de façon hédonistique, donc globale, et essayer par des données statistiques, par donc une certaine base de données qui nous permet en quelque sorte de dériver la valeur de chacun des attributs. Donc la méthode hédonistique, elle aussi, elle partage avec l'évaluation contingente la capacité de mesurer, de donner un prix à des éléments ou à des coûts ou à des bénéfices qui n'ont pas de prix visible sur le marché en tant que tel. Évidemment, je fais un résumé, mais à vous de revenir peut-être davantage sur les acétates, parce qu'on définit ça de façon, légèrement plus approfondie que ce que je le fais maintenant. Il importe donc de revenir aux acétates et puis peut-être prendre des notes en point de forme pour que les éléments de comparaison peuvent être facilement
je dirais, mise de l'avant. Ce que je fais, j'essaie un peu de rappeler le concept, de faire le contour sur un peu les points forts, les points faibles, mais sans rentrer nécessairement dans le détail. Donc voilà pour ce point-là. Évidemment, nous avons vu durant le cours l'évaluation financière qui se distingue d'une évaluation économique, dans le sens où une évaluation économique, c'est une évaluation qui prend compte de l'ensemble des intérêts des différents acteurs, donc de la société dans son ensemble, et je dirais l'intérêt porte sur l'économie dans son ensemble. Elle est, contrairement à l'évaluation financière, qui très souvent s'inscrit dans le cadre d'une évaluation d'un point de vue d'un acteur déterminé. Donc, c'est important de faire d'abord cette distinction-là. Ce qui a un coût pour un acteur donné n'est pas nécessairement, je dirais, ne constitue pas le coût du point de vue de la société, parce que le coût pour un acteur, c'est nécessairement il prend en compte ce qu'un acteur peut débourser. Et évidemment, ces prix ou ces coûts-là peuvent comporter des subventions, peuvent comporter des impôts, peuvent comporter donc des éléments qui altèrent la valeur et qui fait que le prix pour un acteur, le coût ou le bénéfice pour un acteur n'est pas nécessairement celui de la société. Alors, ces deux approches-là ne sont pas, je dirais, identiques, parce que l'une tient compte des intérêts d'un acteur donné, ça peut être l'entrepreneur, le consommateur, l'État. Par contre, l'autre, elle regarde l'ensemble des acteurs ensemble et corrige évidemment certaines imperfections des prix. Donc l'évaluation économique s'appuie nécessairement sur des méthodes qui corrigent les imperfections de l'évaluation financière, dans le sens où une externalité est nécessairement considérée pour vraiment chercher le véritable coût, par exemple, d'un projet pour une société. Alors, comment le corriger? Donc, c'est souvent, il faut épurer, il faut chercher vraiment le coût d'opportunité, les véritables coûts et les véritables bénéfices. Donc, l'évaluation économique s'inscrit dans une approche qui nettoie, qui corrige, qui dépouille les quantums de leur imperfection. Les différentes imperfections qui sont liées, par exemple, à l'imperfection du marché, à l'existence d'externalités, à la prise en compte de certains coûts pour certains acteurs et les considérer comme des bénéfices pour d'autres. Donc, il y a des précautions à prendre pour épurer les coûts et les bénéfices de leur imperfection. C'est ça le passage d'une évaluation financière à une évaluation économique. Donc, les différentes techniques de correction qu'on avait vues pour, par exemple, le salaire, pour l'inflation, pour, je dirais, les taux de change, pour la prise en compte des subventions, la prise en compte des amortissements. Donc tout ça doit être manipulé avec prudence, et le passage d'une évaluation financière à une évaluation économique, c'est le principe essentiel, c'est le traitement des prix, le traitement des coûts et des bénéfices de façon à inclure ce qui est réellement un coût du point de vue de la société et ce qui est réellement un bénéfice du point de vue de la société. Donc le principal pont entre les deux, c'est la correction.
C'est la correction et la prise en compte du véritable message que peut donner un marché concurrentiel en termes de prix, en termes de coûts et en termes d'incitatifs du rendement. Dans cette question-là, il va sans dire que les réponses à cette question sont un peu partout dans les différents chapitres qu'on a considérés. Le prix payé par un acteur, comme on l'avait dit, peut incorporer, je dirais, les méfaits, les externalités, je dirais, liées à la pollution, liées au bruit, liées à l'inflation, liées à la politique monétaire d'un pays, liées à l'imperfection, liées aux réglementations, les prix planchers, les prix plafonds, toute restriction au marché réduit, je dirais, la qualité des données pour faire une évaluation économique. Nous avons traité la question 3, donc les indicateurs, leur, je dirais, force et faiblesse. Qu'est-ce qu'on a? Grosso modo, on en a traité de 6 durant le cours. La vanne, le tri, le rapport bénéfice-coût, le délai de récupération, coût-efficacité et coût-utilité. Donc, c'est des indicateurs qui sont, je dirais, des métriques à manipuler, évidemment, avec prudence, à interpréter avec prudence et qui requièrent une certaine aisance en termes de manipulation et surtout de prise en compte du temps parce que, et là je passe à la question de l'actualisation. L'actualisation, qu'est-ce que c'est que l'actualisation? L'actualisation constitue une préoccupation voulant ramener les valeurs futures au présent de la façon la plus fiable possible. $1 dans 10 ans n'a pas la même valeur dans 5 ans ou aujourd'hui. Donc l'idée, c'est un peu cette recherche d'équivalence intertemporelle des quantums monétaires. Elle cherche aussi donc à refléter notre capacité à substituer $1 futur versus $1 présent. Donc les quantums monétaires n'ont pas la même valeur selon leur, je dirais, selon l'année de leur occurrence ou de leur réalisation. Donc le principe de l'actualisation cherche un peu à trouver la façon de faire voyager l'argent dans le temps, mais tout ça en considérant évidemment nos préférences, considérant le contexte économique, considérant le coût d'opportunité du capital. Donc ça, c'est le principe de l'actualisation. C'est une opération mathématique qui permet donc de faire voyager l'argent du futur au présent en intégrant un taux d'actualisation qui s'inscrit dans une formule qui tient compte évidemment des années, du temps, qui tient compte du taux d'actualisation et évidemment l'année où se produit un flux donné. Le taux d'actualisation retenu au Canada, c'est un taux d'actualisation basé principalement sur le coût d'opportunité du capital. Le taux d'actualisation du Canada, il a été à un moment 10%, il a été révisé à 8%, puis il a été révisé à 7% les dernières années. Et c'est le Conseil du Trésor du Canada qui émet ses recommandations pour 7 ou 8% les dernières années, mais cela peut connaître des nuances, des distinctions selon les secteurs. Évidemment, le taux d'actualisation des
de ressources naturelles Canada ou développement durable du Québec peuvent être légèrement plus bas, mais l'idée principale reste comment ramener au présent les valeurs futures avec le meilleur coefficient d'actualisation. Le Conseil du Trésor du Canada, comme vous l'avez vu dans le document que je vous ai distribué, qui est sur le ATNAP et aussi dans le livre, recommande qu'on utilise le taux, mais en faisant des tests de sensibilité avec plus ou moins 3%. Donc c'est une façon implicite d'intégrer le risque. Donc si on fait un taux d'actualisation avec un 8%, le fait d'estimer ça à 5% ou à 3% nous permet d'avoir une idée sur la fiabilité, la robustesse de nos résultats. Donc c'est à peu près le même principe dans d'autres pays. Le taux d'actualisation, on l'utilise, mais on le fait, je dirais, tester pour s'assurer je veux dire que c'est pas l'élément qui va faire nécessairement la différence. Donc, on essaie un peu de tester la robustesse. Pour le Québec, donc c'est un taux situé pas loin entre 6 et 8. 6 en valeur réelle et 8 en valeur courante. Mais là aussi, évidemment, c'est donné à titre indicatif et les dernières années, le gouvernement de Québec, avec le contexte économique, certains ministères utilisent des taux inférieurs et même pour les évaluations d'impact réglementaire, il arrive que certains ministères utilisent des taux d'actualisation de 3%. Qu'est-ce que ça fait un taux d'actualisation, s'il était fort ou s'il était faible? Évidemment, un taux d'actualisation élevé déprécie le futur. Il insiste sur le présent. Il marque une certaine impatience de voir le retour de l'argent. Donc, un taux d'actualisation élevé va nécessairement dévaloriser les rendements futurs. Il va déprécier les quantums, les flux bénéfiques du futur. Et malheureusement, pour certaines économies, pour certains pays, les rendements les plus intéressants pour les sociétés, c'est souvent des rendements qui exigent du temps, qui s'échelonnent dans l'éducation, la santé, l'environnement. Donc c'est ces investissements, ce développement durable qu'on souhaite et qui, par exemple, les contextes où le taux d'actualisation est assez élevé, le focus ou l'intérêt va être ramené sur le rendement immédiat, le rendement à court terme. Un taux d'actualisation unique n'est pas nécessairement souhaité parce que, comme je l'ai dit, les secteurs économiques n'ont pas la même capacité à livrer des bénéfices dans le temps. Et là, la question qui se pose, devons-nous appliquer de façon vigoureuse un taux unique élevé, par exemple, ou faible? Il va sans dire qu'il n'y a pas de recette là-dessus, même si les conseils de trésor et les gouvernements, les différents gouvernements donnent des indications, donnent des balises pour qu'on se situe. Ultimement, c'est pour comparer aussi, parce qu'un gouvernement qui donne des indications pour un taux de 7 ou 8%, l'enjeu est là. C'est aussi permettre aux décideurs de voir le rendement du dernier dollar donné en éducation versus le même dollar donné à l'éducation ou à l'environnement. Donc c'est un concept important, c'est un concept que vous-même, vous devez peut-être le filtrer dans vos mots et avoir un peu votre idée et les balises en termes de force et faiblesse. Peut-on envisager un taux d'actualisation négatif? Je l'ai dit, on peut l'envisager. On peut l'envisager
non seulement parce que techniquement il est calculable, mais aussi ça peut avoir du sens. Les investisseurs privés ou publics, communautaires ou familiaux, peuvent plus ou moins être tentés parfois à envisager des taux d'actualisation négatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un taux d'actualisation négatif? C'est un taux qui donne une valeur plus importante au futur. Les derniers temps, si vous avez de la curiosité, la plupart des banques centrales, notamment européennes et japonaises, ils ont envisagé des taux directeurs négatifs. C'est quoi? Il y a une stratégie derrière. C'est mettre de l'argent dans l'économie pour que les gens investissent. Parce que, ultimement, je veux dire, c'est intéressant de faire fructifier l'argent. Un taux d'actualisation négatif, mettons, pour ceux d'entre vous qui sont parents, pour éduquer vos enfants, vous investir en vos enfants, c'est nécessairement un taux d'actualisation négatif. Vous ne voulez pas que votre enfant se mette à travailler dès 9 ans. Vous allez l'éduquer pour qu'il aille le plus loin possible. Et donc, ça veut dire que vous investissez de façon à ce que la valeur soit optimisée dans le futur. Et parfois, on veut dire, c'est une logique qui déprécie le présent, qui peut-être fait un sacrifice, fait une substitution d'une consommation présente au profit d'une consommation ou d'un rendement futur. $1 actualisé avec un taux négatif vaudra bien plus qu'$1 pour les années à venir. Donc c'est le même principe, mais comme le taux d'actualisation apparaît au dénominateur, 1 plus i, si le i était négatif, le petit dénominateur va être inférieur à 1. Et quand on divise par quelque chose qui est entre 0 et 1, ça fait augmenter la vanne présente. Donc c'est un rapport, je dirais mathématiquement, l'opération est la mesure du bien-être collectif. Donc on en a parlé. Les projets publics sont évalués dans le cadre de notre cours du point de vue de la société et évidemment on approche l'impact ou la valeur ajoutée par ces projets, la valeur imputable à ces projets-là, au regard de ce que ça change pour les consommateurs et pour les producteurs. La société étant considérée comme des producteurs et des consommateurs. Le bien-être collectif, c'est la somme des surplus, le surplus du consommateur, le surplus du producteur. Donc le bien-être collectif est un concept qui remonte à Pareto, mais depuis il y a eu beaucoup de raffinement sur ce concept-là, mais les évaluations coût-bénéfice vont chercher le surplus du producteur, le surplus du consommateur, et apprécier leur variation suite à une intervention publique. L'intervention publique peut être associée à une taxe, à une subvention, à une restriction, à une réglementation, à une rétention d'informations, je veux dire, une intervention publique n'est pas toujours neutre. Elle peut impacter sur les prix et évidemment toute correction des externalités, positives ou négatives, a un impact sur le bien-être. Et donc le surplus consommateur et le surplus des producteurs. Évidemment, l'idée derrière cela, c'est qu'on prend pour prérequis
que le marché fait bien les choses. Qu'en situation de concurrence pure et parfaite, le surplus du producteur et le surplus du consommateur sont optimisés parce que c'est évidemment la compétition et l'effort compétitif dans le cadre de règles de jeu bien précises, ne présentant pas des restrictions à l'entrée ni des restrictions à la sortie pour les consommateurs et les producteurs. Et donc cette situation-là constitue la référence. En situation de concurrence pure et parfaite, le bien-être est à son optimum. Une intervention gouvernementale vient altérer ce bien-être si vraiment le marché fonctionne bien, mais si en situation d'externalité, l'intervention gouvernementale vient internaliser une externalité. Elle l'internalise par exemple, une taxe quand c'est une externalité négative, taxe qui peut toucher les producteurs ou peut toucher les consommateurs, ou encore par des subventions ou des crédits d'impôt qui vont toucher ces acteurs-là, mais l'idée étant de faire déplacer la courbe d'offre ou la courbe de la demande, ou les deux en même temps, de façon à ce qu'on corrige une situation d'imperfection, de façon à éviter les charges mortes ou les pertes sèches, parce que les situations d'imperfection du marché créent des pertes sèches, et l'intervention gouvernementale vise notamment, si elle est bien conçue, bien réfléchie, à corriger. Nous avons vu les conditions ou les raisons d'être d'une intervention gouvernementale. Une intervention gouvernementale se justifie en présence d'externalités positives ou négatives, en situation d'asymétrie d'information, en situation de bien-être public, et évidemment pour lutter contre les monopoles et livrer en quelque sorte des services d'intérêt stratégique pour la collectivité. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus aussi? Pouvait un peu illustrer donc l'offre, la demande et la perte sèche liée à une intervention de fixation de prix, de salaire minimum ou autre situation qui... La question 6, donc les critères de Pareto, les critères de Kaldor-X sont des critères donc de décision et qui nous permettent en quelque sorte de travailler sur les mêmes notions, la notion d'optimum de Pareto, l'optimum social, et en quelque sorte de regarder le rendement d'un programme ou d'une intervention du point de vue de la collectivité. Le critère de Pareto stipule qu'un optimum est parisien, Pareto parisien, enfin, c'est le même adjectif, si on atteint une situation où on ne peut pas améliorer le bien-être d'un individu sans altérer celui d'un autre. Donc c'est une situation optimale où tout le monde optimise, tout le monde trouve son compte. Le critère de Pareto, c'est un critère difficile, peut-être, je dirais, très conservateur, qui privilégie le statu quo, contrairement au Kaldor-X, qui introduisent un critère dans l'optimalité, passe par un resserrement ou par une action sur l'optimum de Pareto, en relaxant l'optimum de Pareto, et le critère Kaldor-X stipule que le programme est bénéfique, a des retombées pour la société, si les adeptes, si ceux qui vont profiter du programme sont capables de compenser ceux qui seront, je dirais, touchés négativement, ou ceux qui s'opposent au programme parce que de leur point de vue ou de leur intérêt, du point de vue de leur intérêt, le programme ne leur est pas favorable. Donc le critère de Kaldor-X est plus favorable au programme, mais il relaxe donc le critère très sévère de Pareto en permettant en quelque sorte une certaine
je dirais, comparaison entre les retombées bénéfiques et les retombées négatives pour chercher si vraiment les adeptes sont capables de compenser les opposants. Et dans ce cadre-là, on a vu la variation équivalente et la variation compensée comme élément donc d'opérationnalisation. Je vais m'arrêter là et je vous reviendrai.